Nous sommes le 15 juin, bienvenue au 3e workshop de la Lama Academy. Alors lors des 2 premières semaines, on s'est d'abord attaché à apprendre les spécificités du marché luxembourgeois sous l'angle du marketing bien sûr, comment identifier ses cibles pour ensuite élaborer une stratégie cohérente et efficace, savoir dans quelle langue communiquer, où trouver de l'info et des statistiques irréfutables, rappel, et encore comment organiser un pré-test avant le lancement d'une marque ou d'un produit. Ensuite, la semaine dernière, on a passé en revue le paysage média luxembourgeois, des médias qui constituent, pour certains marketeurs, le principal canal de communication. On a vu ensemble comment ces médias nationaux sont audités, mesurés, comment leur audience est quantifiée et observée à la loupe. Et enfin, on a vu comment la pige publicitaire permet d'en apprendre beaucoup sur la stratégie de vos concurrents. Ça peut aider notamment pour adapter la vôtre ou celle de vos clients. Aujourd'hui, après les médias, on va s'attarder sur 3 autres outils, entre guillemets, qui sont à votre disposition. 3 outils parmi d'autres, on a dû faire des choix pour cette formation. Mais 3 outils qui ne sont pas toujours utilisés à bon escient, et c'est pourquoi on s'est penché sur cela. Ces 3 outils, ce sont le packaging, le sponsoring et le marketing d'influence. Pour en parler, on a invité aujourd'hui 3 responsables marketing de 3 belles entreprises de secteurs différents. J'ai nommé Cocotte, AXA Assurance Luxembourg et le groupe Loche, groupe automobile qui représente les marques Volkswagen, Seat, Skoda, Audi et d'autres encore sur le marché luxembourgeois. 3 belles entreprises donc qui sont connues de tous et leurs responsables Marcom sont présents pour nous partager leur expérience du terrain. Car, comme vous l'avez compris depuis le début de cette académie, et là je vais vous demander une réponse collective, ce qui se passe à Luxembourg... Eh bien non, c'est pas ça. Ce qui se passe à Luxembourg ne se passe jamais vraiment comme ailleurs. C'est bien, ça a fonctionné un peu, parce que tout à l'heure, aux répétitions, c'était un peu... Il n'y a que Olivier qui a répondu. Dans le premier workshop, on a vu comment toute l'économie du Luxembourg, y compris le marketing et le monde des médias, ont connu ces 30 dernières années un véritable boom. Mais si on regarde plus en détail, ces changements sont encore plus profonds et prennent des dimensions encore plus pointues, jusque dans la sphère familiale. On va remonter, pour comprendre, aux années 70, il y a un peu plus de 50 ans. À cette époque-là, le pays comptait seulement 8000 frontaliers. À cette époque aussi, on habitait près de son lieu de travail. Les prix de l'immobilier étaient encore raisonnables et rares étaient les salariés qui devaient parcourir de grandes distances chaque jour pour aller travailler. À cette époque aussi, on habitait près de son lieu de travail. Les commerces, les bureaux, l'amplitude horaire, c'était 8h midi, 14h, 18h. Et à cette époque-là, il y avait seulement 30% des femmes qui travaillaient. La pratique, c'était quoi? C'était de rentrer à la maison entre midi pour aller manger et déguster le repas que la maîtresse de maison avait concocté. C'était comme ça il y a 50 ans, au Luxembourg, et pas que, on était dans un monde un petit peu macho. Mais les temps ont changé. Aujourd'hui, les entreprises fonctionnent quasi non-stop, les commerces ne ferment plus le temps de midi, et du fait de l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail, presque plus personne n'a le temps de rentrer chez soi pour aller manger entre midi. Le résultat des courses, c'est quoi? C'est une explosion du nombre de restaurants, et forcément, ça va avec une explosion des dépenses des ménages. Cantine ou restaurant d'entreprise, chèque resto, moyen de se faire livrer, tout ça, ça fait partie maintenant des codes du monde du travail. On a 80 000 chèques repas qui sont en circulation, ça veut dire que c'est près d'1 salarié sur 5 qui bénéficie de cet avantage en entreprise. Et ça encore, c'est des nouvelles habitudes, mais que le Covid a encore chamboulé. Là où il y a quelques années encore, on prenait le temps le vendredi de se retrouver entre collègues pour des restaurants qui duraient un peu plus longtemps que la semaine, c'est devenu un peu plus rare. Là où la pause de midi d'1 heure, c'était la norme, on voit de plus en plus de travailleurs qui aujourd'hui essayent de réduire cette pause pour pouvoir partir un peu plus tôt et se faufiler avant les bouchons. C'est ce qu'on appelle la culture du sandwich clavier. On va regarder cette culture-là avec l'œil du Statec, avec des vrais chiffres. En 2020, et quand je parle de chiffres, n'oubliez pas le petit document jaune qui est toujours utile. En 2020, on comptait 2452 restaurants
au Luxembourg. Ce sont les chiffres d'avant Covid, hein, forcément. La part des dépenses des ménages consacrées à l'Horeca, à la restauration, c'est passé de 5,1% en 1977 à 8,2% en 2019. 8,2%, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça représente 143 millions d'euros. Donc c'est un petit marché qui est assez juteux quand même, et qui a attiré pas mal d'aventuriers, et qui a vu fleurir ces dernières années des restaurants de sushi, des food trucks, des restaurants mexicains, des rois de la pita, etc. etc. J'en passe, et d'autres gastronomies encore. C'est une diversité culinaire qui ne fait que refléter la diversité culturelle du pays. On l'a dit il y a quelques semaines, 173 nationalités différentes au Luxembourg. Donc fini le temps où sur la carte des restaurants luxembourgeois, il n'y avait que des spécialités type Bohnenstoep ou Grumperkischer. C'est dans cet univers bataillé qu'une nouvelle enseigne est arrivée en 2014, une enseigne que vous connaissez sûrement, et qui, sans réellement avoir inventé de nouvelles recettes, a su s'imposer vite grâce à une réflexion marketing pointue, au centre de laquelle le packaging joue un rôle primordial. Pour nous en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Stéphanie Schlech, la responsable marketing et communication de Cocotte. Bonjour à tous. Je travaille chez Cocotte depuis 2 ans. J'ai intégré cette super enseigne. Cette super enseigne qui a une corporate identity vraiment très chouette, qu'on a revisitée dernièrement. Et du coup, dans ce contexte-là, je vais vous présenter un petit peu l'importance du branding qui passe par le naming, la corporate, le tone of voice, avant d'aborder le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir l'approche cohérente entre packaging, shop, communication. Et puis, je vous expliquerai un petit peu comment faire quand on n'a pas de budget et qu'il faut ruser et faire preuve d'une grande créativité au quotidien. L'importance du branding, donc on va parler d'abord du naming. Donc le naming, c'est un peu ce qui va résumer votre marque, votre entreprise au quotidien. C'est un peu comme votre surnom ou votre prénom. C'est ce qui va vous caractériser tout au long de votre existence. Et au début, quand on ne connaît pas encore le nom de son entreprise, disons que c'est ce qui va donner un petit peu le cap et on ne sait pas encore l'ampleur que ça va donner. Pour Cocotte, on a voulu avoir un nom qui soit compréhensible par sa cible, à savoir principalement les femmes actives. Et c'est dans les plus vieilles marmites, donc les cocottes bien entendu, qu'on fait les meilleurs plats. Ça sonne bien, ça donne des jeux de mots vraiment sympas. Et le nom Cocotte, c'est aussi le début pour devenir une love brand. La corporate identity d'une marque ou d'une entreprise, c'est un peu son style vestimentaire. Donc chez Cocotte, on a revu le logo en septembre dernier. À la base, on avait une petite poule bleue, mais la poule bleue n'était pas vraiment assumée. Le bleu fait un peu penser au plastique. Et du coup, c'est pas vraiment dans nos valeurs, c'est pas vraiment dans l'air du temps, c'est pas la tendance qu'on veut mettre en avant dans nos boutiques à travers nos packaging. Et donc, on a misé sur un logo qui soit beaucoup plus sobre, beaucoup plus autonome, beaucoup plus rigoureux, avec le noir et toujours un fond craft. Donc, comme un petit peu la présentation, donc on utilise énormément le craft, que ce soit dans nos packaging, mais aussi dans la communication, sur les réseaux, etc. Et ça nous fait mettre en avant vraiment notre côté fait maison et notre approche éco-responsable. Ensuite, il y a le tone of voice. Donc, chez Cocotte, on donne une très grande importance au tone of voice, parce qu'on n'a pas beaucoup de budget, donc ça, vous le verrez aussi juste après. Et donc, le moindre jeu de mots va pouvoir nous attirer un petit peu les foules et nos adeptes et nos clients qui nous adorent. Donc, le tone of voice, c'est un peu la personnalité de notre entreprise. Si Cocotte était une personne, elle serait dynamique, elle serait active, elle serait drôle mais pas vulgaire, accessible mais pas à tout prix, intéressée ou plutôt curieuse, écologique et toujours de bonne humeur. Pour devenir et rester une love brand, il faut être aimé. Et ça passe par les jeux de mots et ça passe surtout par l'humour. Ici, vous voyez par exemple, pour l'ING Marathon, toutes nos équipes étaient vêtues d'un t-shirt, le dernier arrivé est une poule mouillée, ou encore sur les réseaux, voilà, on a Juliette la poulette, on a Quentin Gros-Coq et on a Perrine Belle-Plume qui nous donne des commentaires. Bon, les commentaires qu'on reçoit sont des commentaires réels, mais on ne met pas en avant les noms de nos clients qui nous commentent. Donc on invente toujours des petits surnoms, des petits noms pour être plus léger.
on arrive maintenant sur les packaging. Donc, chez Cocotte, en boutique ou de manière générale, on travaille, même dans nos bureaux, on appelle toujours ça nos petits nids douillets, donc référence aux poules, aux poulaillers, etc. Et ici, on voit la vie en poule. Donc, depuis notre nouvelle identité, on a voulu harmoniser tous nos packaging, mettre en avant beaucoup plus le logo. Avant, on ne le faisait pas du tout. Donc, on avait toujours des packaging blancs ou des packaging en craft, mais qu'on ne mettait pas du tout en avant, qui n'étaient pas personnalisés, parce qu'on avait cette histoire de petites poules bleues, et imprimer en couleur, ça coûte cher et c'est compliqué. Du coup, quand on a revu le logo, on s'est dit, OK, est-ce qu'il y a moyen de personnaliser nos packaging sans que ça nous coûte plus d'argent? Et donc, on a travaillé avec nos fournisseurs actuels, on a essayé de négocier, on a fait plus de volume, plus de grandes quantités pour pouvoir imprimer notre petite poulette sur tous nos packaging. Donc, il y a un petit échantillon juste ici. Et donc, voilà, donc Cocotte, c'est une entreprise qui est éco-responsable. Ça doit se voir, ça doit se savoir. Et donc, nos packaging sont aussi le reflet de nos valeurs, de ce qu'on veut mettre en place et de ce qu'on veut communiquer en tant que message clé. Donc, juste après, je vous montrerai quelques exemples. Et quand on passe la porte d'une boutique Cocotte, on doit aussi se sentir vraiment dans la boutique, dans l'univers Cocotte. Et l'univers Cocotte, c'est ça, c'est rentrer dans un univers où on trie ses déchets, où on veille à ne pas gaspiller l'alimentaire, où on veille à avoir des packaging qui soient éco-responsables, qui soient recyclés, qui soient sans plastique. Et là, pour l'instant, on travaille déjà sur l'après-packaging, parce que d'ici 1 an ou 2, les packaging, il n'y en aura plus. Donc là, on travaille déjà sur comment faire plus tard pour continuer à communiquer et à donner cette ambiance à travers la marque Cocotte et auprès de nos clients sans packaging. Donc ça va être un gros défi qui nous attend. Mais voilà, on y travaille déjà. Donc par exemple, ici, sur tous nos packaging, on a décidé de communiquer sur nos valeurs, de mettre en avant tout ce qui nous concerne. Donc par exemple, sur les boîtes à tarte, on parle de notre démarche anti-gaspillage. On explique que voilà, c'est une quête, que vous ne devez pas gaspiller vos aliments, que les clients sont invités à aussi redistribuer les aliments quand ils arrivent à la fin de leur date. Donc nos packaging, en fait, si vous voulez, c'est vraiment... on n'a pas beaucoup de budget, comme vous l'aurez compris. Et donc, on utilise nos packaging comme médias et comme vecteurs de messages. Donc ça, c'est hyper important pour nous. Nos packaging, ils sont là, on en a quand même besoin, et donc autant les utiliser pour communiquer. Et c'est là-dessus qu'on base vraiment toutes nos stratégies d'entreprise. Donc nos packaging, que ce soit nos sacs, nos boîtes à tarte, nos cartons, etc., ils sont réutilisables. Les clients qui viennent avec les packaging, que ce soit par exemple un client qui va revenir avec sa box pour emporter, il va avoir, s'il revient en boutique pour racheter quelque chose, il va avoir des points et des éco-gestes, ce qu'on appelle chez nous les éco-gestes, sur sa carte de fidélité. Donc on incite aussi les clients à ne pas racheter systématiquement un sac, même s'il est en papier, à systématiquement racheter une caisse, même si elle est en carton, parce que voilà, le zéro déchet, on y arrive, on y vient, ça va devenir hyper important. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'on essaie en tout cas on essaie de sensibiliser nos clients à ça. Et donc là, par exemple, sur la boîte à tarte, donc on écrit tous ensemble, réduisons nos déchets, protégeons notre planète, réutilisons nos sacs en papier, et en plus, avec votre carte de fidélité, vous en serez récompensé. La communication, ça se passe aussi en shop, donc dans notre petit nid douillet, comme on les appelle. Et l'approche éco-responsable doit aussi se ressentir en magasin. Donc dans nos magasins, on a des frigos à porte automatique pour limiter la perte d'énergie. On a des packaging qui sont recyclés, des corner trees, et notre staff s'habille aussi dans des vêtements qui soient colorés, qui donnent envie d'être accueillis avec le sourire. Ils ont toujours des petits badges en fonction des actions qui sont en cours et ce genre de choses. Et ça change au gré des saisons. Et au niveau de la communication, là encore, on utilise pas mal les packaging pour faire passer des messages. Donc on a parlé juste avant du tone of voice. Ici, par exemple, pour la journée du compliment, on a fait toute une série de stickers qu'on est venu coller sur tous nos packaging pour dire à nos clients, toi tu es mon café du matin, vous êtes nos meilleurs followers, tu es merveilleux, on a toujours les petits jeux de mots, la petite attention. Et ça a vraiment, vraiment fait super plaisir à nos clients parce que
voilà, quand ils achètent Cocotte, ils achètent aussi nos valeurs, ils adhèrent aussi un petit peu à nos tendances, à ce qu'on met en place, et ça leur a vraiment, vraiment fait plaisir. Et ça ne nous coûte finalement pas grand-chose, parce qu'encore une fois, les packaging, ils sont là, les gens doivent quand même, quand ils achètent, quand ils prennent un café, ils ont quand même ce packaging dans la main, donc autant les utiliser et avoir ce média qui existe déjà et l'utiliser vraiment jusqu'au bout. Quand on n'a pas beaucoup de budget, il faut vraiment faire preuve d'une très très grande créativité. Et donc là aussi, quand on a le 1er avril pour le poisson d'avril, on mise de nouveau sur nos packaging et on essaie de faire croire à nos clients qu'on va lancer une salade à boire ou des petites choses comme ça. Et ça nous permet de garder notre cap et de garder vraiment de rester sur la lignée de notre communication entre tone of voice, packaging, avoir un petit peu d'humour et faire parler de nous. Donc nos clients y ont cru, certains ont demandé en boutique « la salade à boire, elle est où? J'aimerais quand même goûter ». Non, c'est quand même pas très bon du saumon mixé. Donc voilà, on leur a un petit peu fait comprendre que c'était une blague et voilà, et ça a plutôt bien fonctionné. Autre chose aussi, mais ça c'est Myriam qui vous expliquera après par rapport aux Instagrammeurs. Donc nous, on travaille aussi avec pas mal d'Instagrammeurs et d'influenceurs au Luxembourg. Ce qu'on fait pas mal, c'est que quand on a un lancement de carte ou une nouvelle carte, on invite des influenceurs à venir goûter, à venir voir aussi nos produits en boutique, venir voir nos nidouillets, venir partager cette expérience avec nous. Et voilà, et après on a pas mal de retours derrière et ça fonctionne plutôt bien aussi. Et enfin, les partenariats. Donc, on travaille énormément avec des partenariats et des producteurs locaux qu'on met en avant sur nos réseaux sociaux. C'est une communication qui est win-win. Donc, nous, disons qu'on va chercher leurs followers, ils viennent chercher nos followers. C'est vraiment une communication qui fonctionne pour tout le monde, qui fonctionne pour les deux, donc que ce soit avec ici la boisson ortie qu'on a lancée récemment, disons que ça leur a fait un boom au niveau de leur com. Nous, ça nous permet d'avoir des produits qui soient créés ici au Luxembourg, qu'on peut mettre en avant, et voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est chouette à partager aussi. On se lance aussi sur TikTok bientôt, il faut qu'on se forme et qu'on soit à la page et qu'on soit tendance. Sur Instagram, on mise également beaucoup de choses sur nos labels. Les labels, c'est hyper important pour nous aussi. C'est les vecteurs aussi de nos valeurs, c'est la tendance en ce moment, donc que ce soit Vision Zéro, Super Drossketch, je le dis peut-être pas très bien, Made in Luxembourg, Best Workplace, voilà, c'est des labels qu'on essaie d'avoir au fil des années, au fil du temps, pour pouvoir communiquer, miser là-dessus et que les gens sachent que c'est pas juste des messages sur des packaging, mais que c'est quelque chose qu'on vit vraiment au quotidien et qui nous donne l'espoir de vouloir nous remettre en question sans arrêt et nous développer au fil du temps. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup Stéphanie. Alors on a appris comment faire d'une marque une love brand et comment aussi le packaging peut être un média à part entière pour une marque. S'il y a des questions, je vous invite à les noter. On fera une séance de questions-réponses tout à la fin, après l'intervention de tous nos intervenants. Place maintenant à notre prochain invité. Alors lui, il n'a pas autant de chance que Stéphanie, parce qu'il est au service d'une marque que tout le monde s'empresse d'oublier, ou presque. La marque que représente Mathieu Lafont, qui est avec nous. On y pense une fois par an quand on reçoit la prime à payer, et puis après on croise les doigts pour ne pas avoir à s'en servir toute l'année. Pire, je suis même persuadé que certains d'entre vous ne savent même pas dans quelle compagnie d'assurance ils ont souscrit un contrat. Effectivement, il y a aucune loi qui nous oblige à aller au restaurant, mais nous tous, on est obligés d'avoir au moins une assurance. Et malgré ça, le monde de l'assurance, ça reste quand même pas mal ingrat pour les marketeurs. Effectivement, on n'a jamais vu quelqu'un faire un selfie avec son contrat d'assurance ou devant la façade de son agent. Et on n'a jamais entendu non plus quelqu'un se lever un matin en disant « Tiens, il fait beau, j'ai du temps, je vais aller comparer toutes les assurances pour voir laquelle est mieux ». Quoique ma femme peut faire ça quand même.
Mais en tout cas, c'est limité. Alors dans ces conditions, c'est difficile de créer un lien avec une compagnie d'assurance. Et vous l'aurez compris, on ne parle pas de love brand dans ce monde-là. Alors je le répète, c'est un milieu qui est ingrat pour les marketeurs, mais comme on le sait, ben, plus le sommet est haut et plus le défi est motivant. Et en termes de sommet, il s'y connaît, Mathieu Lafont, parce qu'il vient de gravir le Kilimandjaro il y a quelques temps. C'est vrai, hein, vous pouvez aller voir sur les réseaux, c'est vrai. Donc avant de lui céder le micro à Mathieu Lafont, qui est Head of Marketing and Communication de AXA Assurance Luxembourg, je vais planter un petit peu le décor. Le marché de l'assurance à Luxembourg, il est dominé par deux compagnies historiques nationales, qui sont Foyer et La Lux, qu'on appelait autrefois la luxembourgeoise. Et pour être tout à fait complet, il ne faut pas perdre de vue que désormais il y a aussi les banques qui vendent des produits d'assurance, mais ici on va considérer seulement les pure players, ceux qui ne vendent que du produit d'assurance. Et donc on a La Lux, Foyer et les autres compagnies qui communiquent quand même beaucoup. Sur ce tableau, on voit justement la pige des dépenses publicitaires des compagnies d'assurance en 2019. On a pris 2019 comme année de référence parce que c'est la dernière année normale, entre guillemets, avant la période chahutée du Covid. À L2, Foyer et La Lux concentrent 70% des investissements publicitaires du secteur assurance au Luxembourg. Comme on l'a vu la semaine dernière, la pige, ça peut nous apprendre des choses, et ça nous apprend ici que les compagnies d'assurance sont assez fans du mix média, presse, radio, télé, cinéma, affichage, elles sont présentes dans tous les médias. Et comme on l'a vu aussi, ben, cette pige, ça recense que les 5 grands médias et un peu une partie du digital, mais par exemple le sponsoring, ça n'entre pas, les dépenses en sponsoring, ça n'entre pas dans cette pige. Et c'est de ça qu'on va parler. Quand on est une compagnie challenger, comme les AXA Assurance au Luxembourg, bien sûr, il faut parfois aller au-delà des outils classiques et investir des autres canaux pour séduire les consommateurs. C'est ainsi qu'on en arrive à la mission qu'on a confiée aujourd'hui à Mathieu Lafont pour ce workshop, c'est nous expliquer pourquoi et comment AXA Luxembourg s'est engagé dans le sponsoring au niveau national. Il va nous dire pourquoi, par exemple, une marque mondiale comme AXA s'affiche sur les maillots de l'équipe nationale luxembourgeoise de handball. On va parler de sponsoring parce que c'est un des termes marketing qui peut avoir des dizaines de sens différents. On peut apposer son nom sur une brochure de la Philharmonie assez discrètement, c'est du sponsoring, c'est limite du mécénat. Rien ne tape à l'œil. Et à l'inverse, on peut, si on a du budget, décider de sponsoriser une écurie de Formule 1, à l'image un peu de Red Bull qui lui donne son nom carrément. Ça marche aussi dans plein de domaines, les catamarans de la route du Rhum, les équipes cyclistes, etc., etc. Au niveau individuel, on voit aussi que des champions de différentes disciplines sont souvent noyés de logos de sponsors. C'est plus facile de mettre plein de logos sur un cycliste ou un pilote de Formule 1 que sur un nageur. Ça existe. Parfois, donc, on en arrive à des situations telles en sponsoring qu'on peut se demander si l'annonceur il est encore vu et reconnu, noyé au milieu de dizaines d'autres. Quand vous regardez un match de foot notamment, on voit pas mal de pubs défiler. Et c'est pourquoi l'expertise de Mathieu Lafont aujourd'hui va nous être particulièrement utile pour savoir justement comment appréhender le rôle et l'efficacité du sponsoring dans une stratégie marketing. J'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Lafont. Bonjour à tous. Ouais, effectivement, c'est assez impressionnant. Vous êtes nombreux, merci. Effectivement, au cours des 15 prochaines minutes, je vais vous expliquer pourquoi AXA au Luxembourg s'est engagé dans le sponsoring sportif. Au préalable, je me présente rapidement. Ça fait 20 ans que je suis dans cet univers de l'assurance chez AXA Luxembourg, 12 ans au service marketing communication et 6 ans à ce poste. Et pour information, l'équipe est composée de 5 personnes où on s'occupe de la com externe, interne et également action marketing. Alors voilà, pourquoi depuis quelques années, AXA est beaucoup plus très visible sur les équipes sportives au Luxembourg. En fait, il y avait 3 raisons. La première, Jérôme l'a un peu introduit, c'est vrai que l'assurance n'est pas des plus fun.
Depuis de nombreuses années, on est très actif sur les réseaux sociaux. Après, en termes d'interaction, effectivement, parler d'assurance auto, assurance vie ou assurance fiscale, ça n'attire pas forcément le clic, le partage et ainsi de suite. On avait essayé avant, voilà, sur certains services comme notre service Joker Taxi qui vous ramène chez vous, de faire des actions un peu voilà, décalées et fun, mais il est vrai qu'on n'est pas un secteur aussi love-run que Cocotte. Voilà, et donc en termes de marketing de contenu, on piochait un peu pour avoir de la performance sur les réseaux sociaux et on se cherchait justement pour avoir des sujets ou comment associer notre marque à des sujets plus agréables. Le deuxième point qui était le plus important, c'était l'ancrage local. Alors on ne va pas se renier, AXA est un grand groupe mondial, effectivement, d'origine française, dont le siège est à Paris. Néanmoins, AXA Luxembourg, finalement, voilà, c'est Place de l'Étoile, devant le tram, on est 280. Et en fait, il y a 6 ans, on a fait une grosse étude de marché pour voir la perception des gens, des résidents luxembourgeois, parce que notre cible de clients, ce sont les résidents luxembourgeois, sur la marque AXA. Et en fait, qu'est-ce qui en découlé il y a 6 ans, c'est que justement les résidents, quelle que soit la nationalité, connaissaient la marque, mais l'associaient souvent à Paris. Sous-entendu, les produits doivent venir de Paris, les campagnes doivent venir de Paris, bref, tout vient de Paris, et c'est pas adapté au pays. Et voilà. Et il est vrai que quand je discute avec les gens en expliquant que justement, ben non, on est 40 agents représentés partout dans le pays, on est 280 personnes au siège, les gens ne le savaient pas. Et donc il y avait vraiment un challenge d'expliquer que non, AXA Luxembourg, on fait partie d'un grand groupe, mais on est autonome, on est indépendant. Toutes les décisions que je prends, moi, au niveau marketing communication, dépendent uniquement de ma direction. Et le troisième objectif, qui était un peu lié à celui-là, c'était aussi d'humaniser la marque. C'est vrai que voilà, on est une marque, voilà, on n'est pas tactile, hein, on vend pas des voitures, on mange pas, donc c'est pas évident. Et pourtant, l'assurance vous accompagne au quotidien. Et donc, c'était comment humaniser la marque. Alors voilà. Il y a 5 ans, on s'est engagé dans le sponsoring sportif en 2008, donc début 2018, avec Lise Foch, qui était notre toute première soutien sportif. Et en fait, il faut savoir que coup de bol pour elle, et elle le sait, elle nous avait écrit toute une très belle lettre de dossier 3 jours après qu'en interne, on avait pris la décision de s'engager dans le sponsoring sportif. Et c'est vrai qu'il fallait bien se lancer. Et donc, c'est vrai que comment on a choisi nos différents sports, ils sont nombreux. En 2018, c'est vrai que voilà, c'est moi qui allais à la porte de fédérations, de clubs, pour expliquer notre stratégie, notre souhait d'accompagner les sports, individuels ou collectifs, avec un objectif, voilà, on veut vous aider à réaliser votre rêve, vous qualifier aux Jeux Olympiques, gagner un championnat, développer la formation. Et donc à ce moment-là, c'est moi, et je m'en souviens encore parce qu'à chaque fois que je me présentais, la question était souvent survenue, c'est Paris qui vous a demandé ça ? Qui démontrait vraiment notre souci de méconnaissance de l'ancrage local d'AXA au Luxembourg. Alors on s'est engagé dans différents sports, individuels et collectifs. On s'est dit, voilà, on avait peu d'expérience. Alors il est vrai que je suis passionné de sport, ça aide un peu, mais on avait peu d'expérience sur justement voilà, une équipe, des jeunes, des femmes, des adultes. Et donc on s'est dit, bon, voilà, on va voir aussi ceux qui sont intéressés à avoir notre soutien. Et voilà, on avait pris des gens très connus comme Christine Magirus, qui est clairement depuis 10 ans la meilleure athlète luxembourgeoise. Des jeunes filles très brillantes comme Kimberly Nelting, qui à ce moment-là n'était pas encore majeure, qui n'était pas encore championne d'Europe, qui venait tout juste d'être championne du monde de karaté. On avait regardé aussi les sports où la communauté des étrangers était pratiquants. Je pense notamment au rugby ou au hockey sur glace. Il est vrai que la croissance au Luxembourg se fait quand même avec les nouveaux arrivants. On a cette chance, nous, cette marque, parce que voilà, profitons quand même de cette marque mondiale. Les nouveaux arrivants souvent nous connaissent. Et donc c'est vrai que rugby, qui est quand même très francophone ou germanophone, ou anglophone, pardon, ou hockey sur glace, qui est un peu Europe de l'Est, il y avait une connaissance de la marque et donc l'appropriation était plus rapide. Et puis après, c'était aussi certaines opportunités en termes d'escrime, par exemple, ou la fédération de karaté. On a, voilà, en dehors de cette équipe de foot de Karjank à Bacharach, tous les autres ont été engagés, soutenus depuis 2018. Voilà, je reprends le foot parce que historiquement, c'était une équipe soutenue en plus par l'agent local depuis 30 ans, donc on l'a gardé. Mais il est vrai qu'aussi, certains sports où le soutien, le sponsoring ont des budgets un peu plus élevés, on avait volontairement mis de côté avec le principe qu'on préfère soutenir plutôt 5 sports, disons, moyens, plutôt qu'un seul d'élite. Voilà.
Il y avait donc cette notion d'ancrage local, d'humaniser la marque. Et par rapport à l'ancrage local, le sponsoring qui reste actuellement le plus important, c'est le handball luxembourgeois. Effectivement, on a, on va dire, l'ensemble du handball luxembourgeois. On a le naming du championnat femmes et hommes, qui est l'AXA League. On a aussi la présence principale sur les maillots des équipes nationales et également tout l'univers RTL qui a développé le Live Arena et donc la visibilité digitale à distance et labellisé aussi AXA League. Voilà. Ça, c'était vraiment, voilà, donc il y a eu un mix entre des sports plutôt pratiqués par des étrangers par rapport à cette cible qu'on souhaite, et des sports très luxembourgeois auxquels nous, on veut aussi justement l'aider à développer par rapport aux étrangers. Alors quand vous voyez tout ça, vous avez vu les chiffres de la pige, c'est vrai qu'on voilà, on a quand même des budgets conséquents dans le domaine de l'assurance au niveau du budget marketing communication. Il est vrai, vous devez vous dire, mais oui, ils ont de la chance, on a des budgets. Alors, voilà, détrompez-vous, bon, le sport luxembourgeois est quand même en grande progression. On le voit, il y a de plus en plus de résultats collectifs ou individuels élevés, mais sincèrement, ça coûte pas cher. Moi, souvent, je compare le prix d'un soutien annuel avec le prix, par exemple, d'une présence dans un média. Alors, je sais qu'il y a plusieurs médias ici, c'est les médias qui ont lancé la main, mais c'est vrai que, dites-vous, grosso modo, des fois que pour le prix d'une page dans un quotidien ou dans un hebdomadaire, pour le même prix, moi, je soutiens toute une année un club qui a 300 licenciés, qui touche les hommes, les adultes, les hommes, les femmes et les jeunes. Et c'est vrai que, sincèrement, souvent je fais la comparaison entre voilà, l'achat média et le soutien sportif. En proportion, il est vrai que voilà, nous, notre stratégie, on préfère soutenir à l'année un club de handball plutôt qu'avoir une page dans un quotidien luxembourgeois qui, sincèrement, au bout de quelques jours, ce sera un peu oublié. Voilà, c'était un parti pris. Mais en termes de proportion, le sponsoring dans le budget global marketing communication de l'AXA Luxembourg, dites-vous que c'est entre 10 et 15% de mon budget annuel. Voilà. Alors, quelques conseils et partages. C'est sur ce slide que je vais rester un peu. Et puis, si vous avez des questions par après, effectivement, comme l'a dit Jérôme, c'est à la fin de la séance. Moi, l'objectif, pourquoi maintenant je viens partager tous ces conseils, c'est je ne peux que vous inciter, vous, à éventuellement vous lancer ou continuer ou augmenter votre présence dans le sponsoring sportif luxembourgeois. Voilà, si vous êtes intéressé au sport luxembourgeois, il a quand même de plus en plus de résultats brillants. Je peux parler quand même du foot, dont l'équipe nationale commence à avoir des résultats intéressants. Du Blanche qui était qualifié en Coupe d'Europe. Le karaté, on a quand même des championnes d'Europe avec Jenny Verling, avec Merlin Elting, Christine Majerus qui est quand même dans le top 10 mondial de son sport. Voilà, j'en oublie, mais c'est vrai que le sport luxembourgeois est très bien structuré aussi maintenant. La COC qui est pas loin est un très bel outil et toutes les fédérations aussi se professionnalisent. Et voilà, nous on est très contents depuis 5 ans de ce positionnement. On va continuer avec voilà, les sports et les personnes qu'on aide. Mais c'est vrai que depuis qu'on s'est lancé ça, je vous ai dit au début, moi je frappais à la porte des fédérations et des clubs. Maintenant, je suis monsieur non. Ça c'est aussi feedback du succès et de la réussite, tant mieux pour nous. On est très 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 fortement sollicité. Donc il y a vraiment encore beaucoup de place pour tout le monde. Et au même titre que voilà, moi j'adore aussi faire des actions de co-branding avec d'autres sponsors. Donc voilà, si je partage les conseils que je vais vous donner, c'est que justement, ensemble aussi, on peut s'unir. Moi, avec d'autres sponsors de certains clubs, on a déjà fait justement des actions communes. Moi, j'aime bien m'associer aussi avec Luxair ou Stellens ou d'autres marques très connues au Luxembourg, toujours dans cette notion d'ancrage local. Et donc, je vais revenir par après, mais ça fait aussi du business. Alors, individuel ou collectif, si vous avez le choix entre l'un ou l'autre, c'est pas évident de répondre. Après, c'est des perceptions et tout. C'est vrai que nous, tous les sponsorings individuels, on les maintient. On a des contrats sur 3 à 5 ans. Néanmoins, on va se concentrer sur le collectif. Pourquoi voilà, on a un budget, mais un peu comme tout le monde, je pense qu'avec le Covid, nos budgets ont été réduits, donc on a dû faire des choix, on a dû arrêter l'un ou l'autre. Certains aussi, sportifs individuels, arrêtent leur carrière, donc voilà, l'économie qu'on a faite et la réduction des budgets vient aussi de l'un ou l'autre arrêt. Voilà, si je peux vous donner un conseil, c'est vrai que l'individuel, c'est très bien. On est très content quand Jenny Verling est championne d'Europe parce qu'effectivement, en termes de retour presse, c'est énorme. Après, c'est l'aléa de l'individuel. Jenny Verling, elle a été aussi blessée 6 mois et pendant 6 mois, effectivement, on voit rien, on voit absolument pas la marque vu que la personne est blessée. Le collectif, c'est vrai qu'il y a cette notion quand même que voilà, dans tous les cas, il y aura toujours une équipe. Donc, c'est vrai que l'individuel a une prise de risque plus élevée. Donc voilà, tout dépend aussi de votre appétence au risque, mais mon conseil est quand même de favoriser les clubs et les équipes.
Un conseil que je peux vous donner et qui est pour moi le succès de notre présence et notre visibilité, c'est la présence. Alors certes, il y a un aspect financier dans le sponsoring, on en parle lors des contrats et ainsi de suite, mais le succès, et c'était aussi l'objectif qu'on cherchait, c'était la présence. Ne faites pas un sponsoring où une fois par an vous faites une photo officielle pour la remise du nouveau maillot ou du nouveau contrat et après vous ne voyez plus. Ça prend du temps. Par contre ça c'est voilà. Alors j'aime le sport donc ça ne me dérange pas parce que souvent le sport ça se déroule le week-end. Ça prend beaucoup de temps. Mais c'est vrai que vous le savez tout comme moi au Luxembourg c'est vrai que être présent, rencontrer les gens une fois, 2 fois, 3 fois. Après il y a un feeling et c'est comme ça aussi qu'on voit justement la marque. Moi j'appelle ça l'humanisation de la marque. On voit que derrière la marque, c'est bien des gens qui sont présents au Luxembourg et ainsi de suite. Et la présence permet aussi de créer tellement de liens. On a des contrats, parce qu'on se doit d'avoir des contrats juridiques, compliance, ainsi de suite, mais c'est vrai que la présence, le feeling fait que voilà, on fait quand même plein de choses à côté. Nous, on est très actifs sur les réseaux sociaux. La présence fait qu'aussi, à chaque fois qu'on est présent, on fait des stories sur Instagram, sur Facebook, ainsi de suite. À force d'être reconnu et d'apprécier aussi, les clubs, franchement, apprécient beaucoup la présence. Et c'est vrai que du coup, moi, de plus en plus, c'est vrai qu'au lancement, il fallait être fort présent. Maintenant, au niveau, par exemple, handball, qui est notre sport principal, tous les clubs de handball, dès qu'ils font eux-mêmes des publications sur leurs réseaux sociaux, nous taguent, ce qui fait que voilà, le partage est facile et tout. Et donc voilà, il y a aussi une relation d'amitié qui s'est créée, c'est vrai, qui fait que tout le monde joue le jeu. Voilà, tout le monde ça prend du temps. Dites-vous que si vous lancez dans le sponsoring sportif, la première année est difficile, hein, notamment si vous avez une direction exigeante. Ça prend du temps. Ça prend du temps parce que voilà, il faut que les gens prennent confiance, vous reconnaissent. Mais après, une fois que c'est lancé, c'est l'effet exponentiel. Un conseil que je peux vous donner aussi, c'est à chaque fois essayer d'adhérer en interne. Nous, dans tous nos contrats, on reçoit on demande d'avoir des places gratuites pour nos collaborateurs. Et donc, tous les collaborateurs d'AXA Luxembourg le savent, ils peuvent aller gratuitement au hockey sur glace ou au handball, enfin tous les sports que vous avez vus. Il y a des gens qui ont découvert des sports qu'ils ont appréciés. Et donc là aussi, c'est pareil, parce que bon, il faut aussi démontrer en interne pourquoi moi j'ai cette étiquette de tu dépenses plein d'argent dans le sport. Les gens ne connaissent pas les montants, mais ils ont des idées préconçues de la chose. Et donc voilà, utilisez aussi, profitez de vos réseaux sociaux, de vos supports pour valoriser tous ces soutiens. Au Luxembourg, franchement, même une fédération nationale, c'est que du bénévolat. Ils ont quelques employés, mais c'est beaucoup de bénévolat. Donc, c'est des gens qui font ça en plus de leur travail. Et c'est vrai que ce qu'ils apprécient beaucoup, c'est justement quand on annonce en amont, un mois à l'avance, un match de rugby au Stade National, ou qu'on offre des places via un concours Facebook qui fait en même temps l'annonce. Les fédérations sont vraiment très, très, très reconnaissantes de ça. Donc, voilà, profitez de vos supports, utilisez vos supports pour valoriser ça. Et en plus, quand vous êtes une marque comme moi, pas fun, c'est l'occasion une nouvelle fois d'avoir du marketing de contenu. Et alors, astuce aussi, dans vos contrats, si vous faites des contrats, négociez des prises de parole en interne. Voilà, tous nos sportifs, il y a toujours une clause de venir en interne des fois faire des présentations. Christine Majerus, que tout le monde connaît par rapport à ses exploits sportifs. Elle est venue il y a 1 an et demi à notre convention annuelle avec les agents, où pendant 45 minutes, elle partageait voilà, ses challenges. En plus, à ce moment-là, les Jeux Olympiques de Tokyo avaient été décalés, enfin, on était en plein Covid, donc comment un sportif de haut niveau rebondit et n'est pas défaitiste et tout. Voilà, ça fait 20 ans que je travaille chez AXA Luxembourg. C'est la meilleure présentation en 20 ans que j'ai eue. Cette dame est formidable. Alors, c'est vrai que c'est devenu une amie, mais elle a nos agents qui sont tous luxembourgeois, qui la connaissent tous, m'avaient tous donné le feedback. On ne savait pas qu'elle parlait si bien français avec un langage si soutenu et qu'elle était tout simplement si intelligente. Et donc voilà, profitez aussi, voilà, nous très souvent tous nos sportifs ils viennent faire des partages. Un sportif de haut niveau, je pense qu'il y a quand même beaucoup de sociétés qui font ça, c'est vraiment très, très important aussi pour justement des fois du coaching ou des formations. Alors ça c'est un point spécifique, ne sous-estimez pas s'il vous plaît le sponsoring féminin. Sincèrement, ça se voit, lisez la presse, je reviens sur le hand, le lundi matin, on a une page pleine du résultat et des belles photos et des articles complets sur le hand masculin, on a un petit encart en bas à droite sur le handball féminin. Et tous les sports, c'est vrai que le sport féminin devient de plus en plus médiatique. On le voit dans d'autres pays limitrophes, ça arrive ici, et nous, quand on s'est engagé dans le sport, on avait une règle, c'était la mixité, c'est homme, femme, adulte, enfant.
Et alors pourquoi je fais un slide spécial sur ce sport féminin? C'est vrai que le sport féminin n'est pas assez soutenu. Alors j'ai pris cette photo, c'est tout récent, depuis 3 ans, il y a une équipe de hockey sur glace féminine. Et en fait, voilà, il y a plusieurs sponsors de l'équipe masculine et l'équipe féminine voulait un jeu de maillot et tout. Voilà, dites-vous qu'il n'y a que nous qui avons accepté de... Voilà, on leur a offert un jeu de maillot. Les autres sponsors étaient clairement pas intéressés à soutenir le hockey féminin. On a le même phénomène dans le rugby féminin, qui en 2 ans a eu des résultats brillants. Il y a 10 jours, ils ont été 4e du championnat d'Europe de 2e division à Zagreb. Et pareil, le rugby féminin, dans le sport féminin, souvent ce qu'on fait, on offre des jeux de maillot, on offre des tenues, parce qu'en fait, sinon, ils en ont pas. Le rugby féminin, on leur a donné tout un jeu complet de maillots pour leur entraînement, voilà, parce que c'est pas des fédérations très riches, et soit c'est les joueuses elles-mêmes qui financent tout, leur déplacement, l'hôtel, les maillots, soit voilà. Et dites-vous que par rapport à ça, moi, quand je vais à la patinoire de Cocochelière, effectivement, je suis Monsieur AXA, mais croyez-moi qu'elles se souviennent très bien qu'il y a 3 ans, j'étais les seuls à leur dire, mais moi, je vais vous soutenir, je vais vous ouvrir la marque. Et l'adhésion à la marque et à la reconnaissance de la marque est vraiment très forte. Et ça m'a beaucoup plus marqué dans le sport féminin que dans le sport masculin, où effectivement, il y a aussi plus de sponsors qui se mélangent. Ne sous-estimez pas non plus le sport des jeunes. C'est vrai qu'on pense toujours aux élites et ainsi de suite, mais voilà, nous on a une cible quand même principale de clients, c'est la famille. Sincèrement, en supportant les jeunes, que ce soit le foot, le rugby, ou ça c'est le handball, ça c'est des sacs qu'on leur avait offerts. Alors c'est voilà. C'est vrai que les jeunes c'est le futur, mais sincèrement en faisant ça, on fait aussi rentrer la marque dans la maison. Hein. Quand tous les week-ends, le jeune prend son sac, tous les week-ends, il voit quand même son sac avec la marque AXA. Quand les parents lavent le maillot, voilà. Astuce, sincèrement, si vous voulez faire rentrer une marque pas fun dans une maison, offrez des goodies ou des choses comme ça. On est dans l'assurance. Hein. Et tout dernier conseil, n'oubliez pas les arbitres. Souvent on dit, s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de jeu. Et c'est vrai que là où on peut, on aime soutenir les arbitres qui souvent sont délaissés en termes d'équipement. Et les arbitres, en fait, quelle que soit l'équipe qu'ils arbitrent, soutenus ou pas par votre marque, eux, ils sont toujours là. Donc ça, c'est les arbitres de rugby. Tous les matchs de rugby au Luxembourg, il y a 5 équipes au Luxembourg, masculines, une équipe féminine, et l'équipe nationale. En fait, dites-vous que un de mes meilleurs placements sponsoring, c'est d'avoir offert un jeu de maillot. Ils voulaient même pas d'argent, ils voulaient juste des maillots. Mais à tous les matchs de rugby, finalement, on les voit bien. Voilà, donc ça c'est des conseils. Si je vous partage ces conseils, c'est que voilà, nous on est très contents de tout ce qu'on fait. On veut pas en faire plus parce que sinon on n'aurait pas le temps d'assister à tous les matchs et tout. Donc, mais voilà, il y a de la place pour tout le monde et donc je peux que vous conseiller de vous y engager. Alors en termes de suivi des objectifs, c'est quand même important, je vous rappelle les objectifs initiaux. Alors moi j'ai une chance, malgré le changement de CEO, des fois constant chez nous, j'ai une grande liberté et une grande autonomie et on me fait confiance et on ne me demande pas de chiffres. Ce qui est bien parce que sincèrement après faire des chiffres de suivi d'objectifs, de retour sur investissement, c'est une somme d'hypothèses un peu farfelue pour arriver aux chiffres qu'on veut. Donc ça j'ai de la chance, j'en suis conscient. Néanmoins, voilà, il y a 6 ans, on avait fait une grosse étude pour justement comprendre la perception des gens. Donc tous les 2 ans, on fait quand même des études sur les résidents luxembourgeois. Notre notoriété depuis 4 ans est en forte augmentation. Depuis 4 ans, on pose aussi la question, est-ce que selon vous, AXA est un acteur important du monde sportif luxembourgeois? On est très 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 content du résultat. Donc ça c'est vraiment satisfaisant. On le voit, alors dans la communauté marketing communication, j'ai beaucoup de feedback sur le sport et tout, même si ça représente que 10 à 15% de mon budget, c'est quand même le sujet qu'on parle. On parle beaucoup moins des campagnes médias que je puisse faire ou des choses plus traditionnelles. Donc ça, c'est important. Après, voilà, je vous l'ai dit, j'avais sous-estimé l'impact de... Voilà, je suis fortement sollicité, je suis monsieur non, parce qu'effectivement, ma réponse est très claire, c'est écoutez, c'est pas financé, mais si on est présent, si on s'engage, on doit être présent, et on peut pas être présent, on est déjà au taquet. Voilà. Et c'était pas du tout l'objectif initial, mais ça nous a ramené beaucoup de business. Et pourquoi? Parce que justement, moi j'appelle ça le business buvette, parce qu'effectivement, après un match, on termine à la buvette et on discute avec les autres sponsors. Souvent, les autres sponsors sont aussi des dirigeants d'entreprise et on s'apprécie et ainsi de suite. Et puis à un moment, c'est l'autre sponsor, il dit écoute, à condition égale, moi tous mes contrats d'assurance de mon entreprise, je l'amène chez toi. Et c'était pas du tout l'objectif, mais croyez-moi qu'on fait beaucoup de business justement via cette présence, cette humanisation et ces relations.
Également, ce qu'on apprécie, c'est le retour presse. Alors, on a une chance aussi, c'est qu'on a beaucoup de sports où on a des résultats. C'est vrai que depuis qu'on soutient le karaté, ils ont plein de médailles au niveau européen et mondiaux. Bon, Christine, on s'en doutait, mais c'est vrai qu'elle gagne tout le temps. Mais c'est vrai qu'on a de la chance. Il y a même des sportifs qui ont dit, mais entre eux, en plus, ils ont créé une communauté entre eux. Ils sont fiers, ils sont devenus fiers d'être soutenus par AXA, donc ça effectivement, c'est agréable. Et entre eux, ils disent aussi, voilà, on a une communauté de winners, quoi. Ah oui, le fait, je me répète, la présence aussi le fait d'être présent lors des matchs et des événements, certes, ça prend du temps, ça permet aussi de nouer des liens avec les journalistes et les photographes. Ça peut être intéressant aussi pour certains placements, de telle sorte que c'est vrai que, notamment les photographes, il y a des bons placements qui fait qu'il y a des choix de photos qui sont sympas parce qu'effectivement, le photographe, finalement, 2 jours avant, je vais peut-être vous faire une bière où on a trinqué ensemble, mais voilà, ça se fait comme ça au Luxembourg, vous savez, donc d'un côté, c'est des outils qui marchent. Voilà, j'espère ne pas avoir dépassé le temps parce que je sais que je suis bavard, mais je peux m'emporter. Néanmoins, voilà, si vous avez des questions, par après, et même par après, si vous voulez me contacter par mail ou LinkedIn, si vous avez des idées d'action ou des sujets très spécifiques, moi je suis très transparent et honnête. Voilà, je suis très content de ce qu'on fait, on continue de faire ce qu'on fait, mais voilà, aider d'autres acteurs à venir sur le sujet, moi c'est avec grand plaisir, si vous voulez me contacter maintenant ou par après. Voilà. Les patrons, c'est très bon. Merci Mathieu pour ces explications sur le sponsoring. On a bien compris qu'une grande partie du job se passait à la buvette. La transition, elle est toute trouvée pour passer à nos prochains intervenants, parce qu'il y a un autre domaine dans lequel le sponsoring est très important, même parfois économiquement vital, c'est le monde de la course automobile. Et donc il n'y a pas de hasard, nos 2 prochains orateurs sont précisément actifs dans ce secteur automobile. Formule 1, endurance, rallye raid, quasi aucun type de compétition moteur ne peut se passer de sponsor. Et il est vrai que les marques automobiles comptent parmi les annonceurs les plus importants à l'international et au Luxembourg aussi. Je reviens à ce tableau qu'on avait vu lors du premier workshop, c'est le top 20 des plus grands annonceurs luxembourgeois. Quelle année? En 2021. On est à jour. Dans ce top 20 des gros annonceurs du pays, on retrouve 4 marques automobiles. Ou groupes automobiles qui distribuent plusieurs marques. Alors, à cette force de frappe qui est incontestable, il convient aussi d'ajouter le phénomène de l'overlapping des médias étrangers. Pour que vous compreniez bien, la presse locale n'a pas les moyens, par exemple, de financer des crash tests. Alors, les passionnés d'automobile, ils vont se diriger vers des médias allemands ou des médias français pour assouvir cette curiosité. C'est pareil avec la pub télé. Ici, à Luxembourg, les chaînes françaises, belges ou allemandes, elles connaissent de beaux scores d'audience sur les résidents aussi. Et donc, les consommateurs luxembourgeois, ils ne sont pas hermétiques à cette pub qui vient de l'étranger. Ça, c'est une donnée qui est inévitable pour les marketeurs qui doivent forcément en tenir compte aussi. Nos invités suivants ont entamé il y a quelques temps déjà un rallye digital sans carte ni roadbook. Et quand on pilote des marques comme Porsche ou Audi, par exemple, la sortie de route, elle n'est pas envisageable du tout. Et parfois, il arrive quand même des problèmes. Et sur les réseaux sociaux, justement, notre duo d'invités s'est retrouvé confronté à un de ces problèmes, un problème de taille, le genre de problème qu'on rencontre qu'à Luxembourg. Je leur laisserai le soin de vous expliquer cela, mais je vais d'abord dresser un petit peu le tableau avec quelques chiffres. Petit rappel du workshop numéro 1 où Sylvia Mann du Statec nous disait que le Luxembourg est le pays de l'Union européenne qui compte le plus de voitures en circulation en rapport au nombre d'habitants. On compte 681 voitures pour 1000 habitants. Autre chiffre encore, on sait qu'en moyenne, un automobiliste luxembourgeois parcourt 11 000 km par an. Et puis, dernier chiffre, le top des marques automobiles les plus vendues au Luxembourg. En 2020, on a le podium qui est composé en numéro 1 de Volkswagen, suivi de BMW et en troisième position de Audi.
Il faut savoir que Volkswagen, ils sont en top 1, en première place depuis 6 ans, sans s'arrêter, sans discontinuer. Ça tombe bien, nos deux invités sont précisément chargés de la communication de Volkswagen et de Audi, entre autres. Et je suis heureux d'inviter à ce micro Myriam Eisenmenger, qui est Head of Marketing and Communication du groupe Loche Luxembourg, accompagnée de Fabian Klebot, Manager VX. Merci Jérôme. Bonjour, Moyenne. Tout d'abord, je voulais dire que je suis ravie d'être ici et de voir autant de jeunes gens qui participent à ce workshop. Et je trouve ça vraiment super parce que je pense qu'il y a l'espoir pour le marketing ici au Luxembourg. Il y a des jeunes talents, il y a des jeunes marketeurs et ça fait plaisir. Donc revenez aussi vers nous quand vous avez des questions après. Je pense qu'on a une discussion après. Donc last but not least, le meilleur pour la fin. On aimerait bien parler de Social Media Insights de chez Loche, mais pour que vous puissiez comprendre ce que Loche est, j'aimerais bien vous montrer une petite vidéo de Loche. Voilà, je lance. Alles ändert sich. Wir auch. Zusammen mit dir. Wir freuen uns, ob das was könnt. Und wir feiern zusammen das, was wir schon erreicht haben. Wir geben Gas und developieren Service von Humor. Elektrisch und digital. Wir sind nicht mit einem Auto. Wir stehen für Mobilität, Digitalisation, auch vieles mehr. Losch Lützeburg. Driving Dreams. Yeah. Donc, comme vous voyez, très souvent au Luxembourg, quand on parle de Loche, on pense toujours garage. Mais nous, on est plus, dans ce slogan aussi, on avait dit, on est plus qu'une garage, on est plus qu'une voiture, on est beaucoup plus. Et nous, on se comprend comme un fournisseur de la mobilité. Et le sujet de la digitalisation est très, très important pour nous et a pris beaucoup de place chez Loche dans les dernières années. Donc moi, je m'appelle Myriam Eisenmenger. Je suis responsable pour tout ce qui est marketing et communication chez Loche, notamment avec les 13 marques. Et j'ai amené quelqu'un avec moi, un très très cher collègue, Fabian Klebot. Il est manager VX chez nous. Maintenant, vous vous demandez, mais VX, qu'est-ce que ça représente? On va vous expliquer après. Virtual Experiences. Donc, notre petit agenda pour les prochaines minutes, Loche, who we are and what we do. Fabien va parler, parce que moi, j'ai juste la tâche de présenter Loche, donc la bonne part. Après, c'est lui qui vraiment va parler du bif. On va vous présenter les différentes chaînes qu'on a chez Loche, comment est-ce que ça marche chez nous, combien de personnes travaillent chez Loche dans le réseau digital. On vous a amené quelques exemples de différentes marques. On vous parle bien sûr aussi des influenceurs, des brand ambassadors et les résultats et comment est-ce qu'on voit le futur. Donc Loche, a tradition for more than 70 years. Comme vous voyez dans notre logo, il y a la 48, le chiffre 48 là-dedans. Donc 48, c'est parce que on est un des plus anciens importateurs du groupe Volkswagen en Europe. En 1948, on était le premier à importer des coccinelles et on était parmi les premiers importateurs pour le groupe Volkswagen. Et depuis ça, on a agrandi notre réseau. Et moi, je dis toujours, il y a, je pense, 15 marques chez Volkswagen. Nous, on a 13. On fait tous à part de Ducati et Bugatti. Plus, on a aussi des bus électriques avec la marque Hess et des scooters Silence.
Loche était toujours une société familiale gérée par la famille Loche. Malheureusement, en 2017, Monsieur André Loche est décédé et on a restructuré notre société et on s'est orienté vers des autres domaines. C'est ce que je vous présente maintenant. Voilà, donc là, les différents lieux, on a 24 partenaires, dont on a 13 qui sont les sociétés qui appartiennent au réseau Loche. Donc, la partie gauche, le retail, ça c'est les garages. Donc, c'est ce que les gens pensent à l'extérieur. Oui, quand je dois aller au service, je vais à Bonnevoie, je vais à Esch, mais ils ne pensent jamais aux autres domaines. Mais Loche, c'est beaucoup plus que ça. On est aussi importateur, on a des services IT, HR, mais on s'investit aussi dans le real estate avec les différentes concessions qu'on a et on investit aussi dans des immeubles. Quelque chose, donc on est très fiers. On a aussi une think tank aussi, chez nous au Luxembourg qui est située à Cockleshire qui s'appelle Cube 48 qui vont développer des différentes idées dans la mobilité. Et pour aussi développer des softwares pour le secteur automotif, on a le Digital Lab à Porto, en Portugal, et aussi ici au Luxembourg. Donc si Fabien va parler de réseaux sociaux et du marketing digital pour la société Loche, nous on pense le tout et pas seulement les garages. Voilà, donc j'invite Fabien maintenant pour prendre la parole. Fabien est un très cher collègue à moi. Il est chez Loche depuis 5 ans et manager VX, donc ça veut dire Manager Virtual Experience. Et c'est une cellule qu'on a créée il y a 2 ans et qui a une forte croissance. Et la cellule est située entre le marketing et notre département IT. Voilà. Yes, thank you. Nice to be here, thank you. Like Miriam said, I'm leading the VX department. It's like an interface between marketing and IT. 5 years ago, I started in Miriam's team for like doing something social. And we did that, and I think we did it pretty well. And I start with some hard facts and figures. How many channels do we have? How many posts did we do? How many followers do we have overall? Just to give you an overview, we have more than 40 channels. It's like for all brands, all channels, including Swio, EasyPlay, Loche Digital Lab, Loche Fondation. It's like everything we're doing social on like each channels without TikTok, but we get there. How many posts did we do in 2021? We did more than 2,000 posts, and these numbers without the ads we did or without the larger campaigns on social media we did. It's like nearly everything is organic. How many followers do we have overall? We have more than 85,000 followers for all our channels, for all our brands. Like when you read these numbers, when you see these numbers, it's like there's a nearer, okay, it's louder than perfect. Like there's reach, and we try to use that reach with every brand, especially for Loche, every day, like to show all of you our beautiful cars and our beautiful work. How do we work internally? We work centralized and intern. Of course, we work with agencies a lot, but we have one centralized contact person that is just working for social media in the company. It's a she, so she coordinates in between all of the departments for retail, product department, SAV, fleet, the brands, marketing contacts as well. So like she's the one in charge of everything that happens. Just without the customer care fact, everything that is like the bad stuff and the bad compliance is our customer care center. They work also centrally for all our channels, like to make the people happy, which is fine for us. Like this is an internal thing. We work with Microsoft Teams everywhere, but we do approvals via Teams. That's fine. Like in a huge company with that huge channels and many channels, we're really fine with it, and it makes it really easy to communicate in between departments and in between like different
sit there where like Luxembourg, Porto, Cockelscheuer, in between the garages. That's really fine. And we do everything via the Facebook Creator Studio. YouTube, LinkedIn is separately. But like I guess you see how we work, which is really important. We're free in handling and we're not controlled by the factories. Like you saw on Jerome's sheet, there's BMW, there's Mercedes and all the others. But like Miriam said, we're a free importer since more than 70 years. Like we can do what we want because like we are the brands in the country. So we start with a couple figures about our main channel, which is Losch Luxembourg in general. We have Facebook, LinkedIn, so Instagram, of course. You see we have around 6,000, now it's about 7,000 followers. We are on LinkedIn. We are one of the hugest automobile pages in the country with 3,500 followers. Like the numbers you see are not like, oh yeah, they have 1 million followers, but which was always very important to me is that the followers we have are Luxembourgish and they are our target group. There are other channels, especially automotive channels, with they have 50,000 followers, and it's the hugest. Yeah, okay, but the followers are from South America, UK, wherever, because they use the right hashtags to like gain the brand globally. But this is not what we're looking for. We want to target the Luxembourgish target group that like could be our customers now or in the future, or like are already our customers. This is the aim we're looking for, we're gaining. What is interesting, Losch is not the largest channel we have, but it's the channel with the largest reach because we can gain from all the other brands we have and use the reach of them to boost our own reach. And this is what you see in the growth numbers. We have more than 30% growth on LinkedIn, 20% on Facebook just in the last year, and I think that's really great. We did more than 250 posts, 86 on LinkedIn, around 60, which is not much, but around 60 on Instagram. And this is why we tagged it there, we do a lot of raffles, and this is what really works well for us because like driving a Porsche for a couple of days is like, that's cool, and people want to do it, and this is why they join our raffles a lot. Do's and don'ts. What will we do better next time is really like not corporate stuff. Anything that is not authentic, local, and with the brand. This is a job fair. I mean, it's important, and we do it, and we post it, and we support Movie Job in that case. But as you see in the numbers, it's not the best post we did. What works very well is, and this is just organic examples, like sportive cars, RS models, Audis, etc., and local stuff from the garages, meaning employees or clients that receives cars or receive some prizes for some raffles, I don't know. But this is what works the best. We also do a podcast, and it's a podcast with the video cast. It's a YouTube series, it's on Spotify, RTL, etc., everywhere you can get or where you can hear podcasts. And we do interviews in fancy cars with fancy people. And Sophie Mussel, Jacques Lanners, Walter Röhrl, Dylan Pereira, Jeff Oberweis, local Luxembourgish people driving our cars and talking about their life. And this is like a type of branding and positioning the brand in a pretty new interior, like podcasts. And this is, we did some really good numbers with it and really good reach. And there is a second season running right now, and we're planning to do more. Another good example is what we did with Audi. Same channels as before. You see is one of the largest Facebook account we have. We have pretty well worked on YouTube with a lot of views. We reached pretty lot of accounts on Facebook and Instagram. Of course, these numbers are all like added with the paid ads and stuff, that's clear. But also here, YouTube, we had a pretty well growth. LinkedIn, Instagram as well. Facebook, not that big. Why? Because the huge number we have as Facebook followers are from the past, and we did a lot of activities in the past to grow that number, and we didn't do that much in 21. So this is why the growth is not that big, but nevertheless is one of the hugest accounts we have.
We did 130 posts, more 120 on Instagram, and also you see the raffle thing goes on because it works very well, like I said. What will we do better next time? Like really, like it's brand content. We receive a lot of stuff from the brands and from the factories, and this is like a global campaign talking about technical background stuff, and this is what like is not working very well for us, but what works well is, like I said, emotional, sportive cars, local content. This is like a sponsoring, like Mathieu told about, and this is what really works best for us, and this is why we push these topics in our channels. A negative example, not that SEAT is negative, but we did some experiences here in the last years. You see the growth overall, like 77 people is like nothing. Why? Because SEAT 4 years ago had the great idea to go, hey guys, we're globalizing all our pages worldwide and do one globalized SEAT page, and that's fine for everybody then. And it wasn't, because when they globalized it, back in the days, Facebook looked like, okay, where are the followers from? Which language do they speak? And then we go, and these followers are like separated to all the different Facebook pages. And as you know, in Luxembourg, as Luxembourgish is not an official Facebook language, all our followers went to France, to Germany, to Belgium, to the Netherlands, and yeah, our SEAT page was like gone. And then we complied and said, hey guys, wasn't the best idea for us. And then they, okay, and they transferred all the followers back, but since then, like the rates, the click rates, the interaction rates, the reach is like not the best. This is why we have to work a lot with boosted ads and paid content here, that we have the reach we have and that we have like the followers we have and the likes. So this is just one not to do in general. So if you are confronted with that situation, perhaps it's helpful. Also here, do's and don'ts, stuff from the brands, like really not that emotional, and it's really sales stuff. What is better? Local, authentic content from the garages, plus sponsoring cool events, etc. One really example I like to show you, because it's one of the really content-wise the coolest pages we have, is Porsche, one of our 3 premium brands. What is important for us with Porsche, Bentley, and Lamborghini is to create really high-class content, high-class pictures, high-class text. As you see on the Instagram screenshot or on the Facebook screenshot, nearly all of our images we have is taken by professional photographers. It's within a campaign around. We have special models, we have sponsorings. Like you see, there's Carlos Rivas. We have special models in the Porsche centers, which you can show them, because this is what the Porsche community wants to see, and this is what like everybody who's dreaming of a Porsche wants to see, and this is why that works really well. You see, it's not the highest number of posts, but definitely it's the post with the highest quality, and this is what counts. You see that here again, technical brand content like apps for your car. You know, it's there, everybody should use it, but what works best is local garage content, high quality pictures from sportive cars. Now I talked about brands and examples and figures from brands. This is about influencers, large word, and brand ambassadors. Mathieu told a lot about sponsoring, and this was everything more than correct, and this is exact what we can see with our brand ambassadors, sponsorings, influencers. We try to find local Luxembourgish people that like bring our brand forward. Andien Frankschleck, Sophie Mussel, Carlos Rivas, Gilles van Hooy, who's a Belgisch-Luxembourgish influencer, Motorwoche, which are the guys here, is one like of the most well-known German YouTube channels testing cars. Dylan Pereira like wins everything what you can win with a car.
Max Mannes. We have a huge sponsoring contact with the FLF. It's like everything you see here. This is what we call influencer and brand ambassadors and sponsorings, because we try to be the partner of the people who bring our brand forward while bringing themselves forward. And like Matthew said, we as a brand can use everything that is around these people for our own channels while using their channels. Because we are just reposting these guys' videos, but their YouTube channel has more than 120,000 followers, and the video with the Lambo and the Bentley were one of the most looked videos on that channel, and that's pretty great for us, even if it's a German channel, but they are well known here as well. So with the facts and figures I showed you, it's just numbers. Here we try to create the content that works well to get these numbers. What are the results? What was good? Where are potentials? We did approximately 2,000 posts last year. We have approximately 6,000 new followers last year. That's fine, but one of the most important things is be local, be authentic, be emotional, high quality pictures. Content from our shows is working the best for us, and I guess for any like local Luxembourgish company it will work as well. Facebook is not a sales channel. I'm sure I'm not the first one who's telling you that, but when we try to boost sales with, look, there's a stock car here and there's a special promotion there and da-da-da, it will perhaps work for the first post, but then not, because Facebook is not a sales channel. LinkedIn works best for premium brands because, as you can think, like LinkedIn community is more or less nearer to buy these cars. So we have like pretty well campaigns going on LinkedIn for Porsche, Lamborghini, and Bentley, and Audi. Like I said on the sheet before, corporations and raffles are working really well. We really focus on that, and we see a strong potential with Instagram Reels, I guess, which is nothing new for you. What are we up to? What's next? We will do more posts, videos, and podcasts to enhance the brand visibility of Losh, because we're not just the brand, like Miriam said. It's more behind. We will do more raffles, like as you have seen perhaps, Close Store Experience. We have a brand store. Each month there's a different car, and you can win stuff around that brand, around that car. And we will do more corporations. And the goal is to do more, not like the huge sponsorings and the huge Instagrammers, but more with small micro-influencers. I don't know, 800 followers, 1,000 followers, but if these 1,000 followers are Luxembourgish and exactly our target group, why not work with them, let them test the car, let them do some pictures. And if you have 10 small micro-influencers, there's a reach from 10,000 people, which are exactly our target group. I think that's a shot to go. For us internally, we will integrate a ticket system and an editorial and like internal open editorial calendar so that everybody in the company, or like these who should see it, can see what we're planning, what posts are coming, what postcards are coming, to be really transparent and like to show everybody what is coming. And like I said before, we have a second season of our Lost Driving Dreams podcast going on to try new channels and to do some new media near the ones everybody knows. Thank you. Hope it was interesting. But before I leave, we're hiring. So if you know someone who knows someone, you know the story, just give me a call. Thank you. Merci Fabien. C'est rare d'avoir ces présentations où on voit des chiffres, notamment sur le community management de ces marques luxembourgeoises. Donc c'est très intéressant.
On arrive à la fin de notre session du jour et on va passer aux questions-réponses. Donc si vous avez des questions globales ou par rapport à nos différents intervenants, n'hésitez pas à lever la main, je viendrai vous emmener le micro. J'ai une question peut-être pour Mathieu. Le manque de médiatisation des compétitions sportives au Luxembourg, les matchs, tous les matchs ne sont pas spécialement retransmis à la télé, ou ça pose problème en termes de sponsoring? Non, ça s'est bien développé, notamment par rapport à ce qu'a mis en place RTL il y a maintenant 2 ans, le Live Arena. En fait, dorénavant, c'est une technologie qui vient de Suède, je crois. Dans tous les stades de foot du pays, dans tous les gymnases du pays, maintenant, il y a des caméras automatiques avec une reconnaissance intelligence artificielle. Et en fait, gratuitement, vous allez sur, voilà, je fais la promo, vous allez sur le site de RTL et vous pouvez voir tous les matchs de basket, de hand, de volley et de foot. Voilà, sur RTL. Donc l'accès, voilà, c'est peut-être pas encore très connu, mais voilà, si on est curieux, l'accès est possible. Et sinon, en termes de retour médiatique, bon, que ce soit quand même dans le Vort, ta goblette, le quotidien, voilà, tous les lundis, mardis, il y a quand même un beau résultat des matchs du week-end, ouais. Donc non, je suis très satisfait quand même du retour, ouais, du retour presse. Ouais. Merci beaucoup. Et s'il n'y a pas d'autres questions, des questions? Non, pas d'autres questions? Eh bien écoutez, la session est close. Merci de votre présence. À la semaine prochaine pour ceux qui sont inscrits. On parlera de communication digitale avec les spécificités luxembourgeoises, encore une fois. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.